Sur cette motte surplombant la vallée de la Rimarde, voici l'un des plus beaux villages de France, Yèvres-le-Châtel. Au creux de ce talweg, la rivière chemine pour aller se mélanger avec l'Euf, né comme sa sœur, dans la forêt d'Orléans, et ainsi donner naissance à l'Essonne, au niveau d'Aulnay-la-Rivière. Ce cours d'eau délimitait déjà les territoires des tribus gauloises. À l'ouest, les Carnutes de la famille celte, et à l'est, les Sénons du Sénonais. Par la suite et jusqu'à la Révolution, son lit constituait la frontière naturelle entre les évêchés de Sens et d'Orléans. Aujourd'hui, elle marque la frontière entre la Beauce et le Gâtinais. À ce jour, environ 220 habitants vivent dans cet écrin de pierre chargé d'histoire. Ne nous y trompons pas, Yèvres vit. Le marchand de produits bio du terroir y a sa clientèle fidélisée. Devenu l'un des principaux sites touristiques du Pithiviers, Yèvres comptabilise plus de 100 000 visiteurs par an. En 1834 déjà, de passage en août au bras de sa compagne Juliette Drouet, Victor Hugo ne put que s'émouvoir devant la beauté historique de cet endroit. Là s'impose immédiatement à nous sa forteresse médiévale du XIIIe siècle. Elle est forte de ses 4 grosses tours, ses remparts, ainsi que de sa poterne qui donne accès à la basse-cour. Autour était un fossé sec. Il mesurait 10 mètres de large et avait environ 3 mètres de profondeur. En 987, Hugues Capet devient roi de France. Yèvres est alors la propriété de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Placé sous sa responsabilité, Arnoux, baron d'Yèvres et neveu de l'évêque d'Orléans, va en 988 construire une première fortification. Le château devait être à cette époque constitué de fortins de bois. On situe vraisemblablement le rattachement du château à la couronne de France vers 1112. Pour y faire une puissante châtellenie, Louis VI le Gros contraint le vicomte Foulques à lui céder Yèvres-le-Châtel. Pour cause de guerre incessante entre souverains qui se partagent alors le royaume, vers 1200 sur ordre de Philippe Auguste, le château fut reconstruit selon les derniers perfectionnements de l'architecture militaire rapportés des croisades. À la base des courtines, on remarque les arcs de décharge destinés à soutenir la partie supérieure du mur en cas de sape. Cette technique, utilisée par les Byzantins depuis le VIe siècle, fut rapportée de la troisième croisade par Philippe Auguste qui résida au château. Le châtelet d'entrée était la porte fortifiée qui défendait le passage à la basse-cour. La population pouvait s'y réfugier en lieu sûr. Certains petits seigneurs de la région y avaient même une maison. On franchissait le fossé sur un pont mobile.
Il y avait ensuite une herse avec une porte à 2 vantaux bloquée par une poutre. En suivant la rue de la Basse-Cour, on arrive à la poterne située dans le rempart est. Prenons un peu de hauteur, visitons le château. À l'origine, une rampe en bois permettait d'atteindre la pile située en face de la porte, puis grâce à une passerelle mobile, on accédait à la cour haute. On retrouve alors les mêmes défenses qu'au châtelet d'entrée. Le niveau de la cour haute était sensiblement plus bas que le sol actuel. Le logis était principalement occupé par la garnison. Il était construit sur colonnes et arcades. Celles-ci, ainsi que les corbeaux qui sont visibles dans les murs, soutenaient les solives du plancher de l'étage supérieur. Les arcs s'appuyaient sur de beaux chapiteaux sculptés dont certains sont encore en place. Chaque tour comprend une base talutée. Elles sont surmontées de 2 salles hexagonales voûtées sur croisées d'ogives à 6 nervures. Ces tours sont percées d'archères dites meurtrières, dont la disposition inhabituelle ne laissait aucun angle mort. Pour accéder aux différents niveaux, on y emprunte de très beaux escaliers en vis. Les courtines, grâce à leur chemin de ronde, permettent de passer d'une tour à l'autre. De la tour maîtresse au nord-ouest, côté Beauce, on aperçoit ce qui semble être une église en ruine. Au XIIIe siècle, les habitants de Yèvres-le-Châtel obtiennent de l'évêque d'Orléans l'autorisation d'élever une église paroissiale dans le cimetière à l'écart du bourg. À la suite de l'intervention des moines de Saint-Benoît-sur-Loire, l'évêque revint sur sa décision et les travaux furent interrompus. Malgré tout, ils reprirent après la guerre de 100 ans. Le bâtiment à nef unique de 2 travées a été construit en peu de temps
signe probable d'une intervention royale. En 1708, l'évêque autorisa la vente des pierres et des matériaux restés au sol, si bien que l'église Saint-Lubin ne put être achevée. Une croix osanière surmonte un socle octogonal en pierre, haut de 6 marches. C'est là que le prêtre bénissait les buis le dimanche des rameaux en chantant Hosanna, d'où le nom de croix osanière. Parfois, à la nuit tombée, Saint-Lubin prend d'autres couleurs. Je sais. Demain, nous sommes le 14 juillet. Ils vont attaquer les troupes royales aux Champs-Élysées et partent à Versailles pour s'emparer du roi. La foule est bouillonnante, remuée et presque désordonnée. Camille Desmoulins, le journaliste. Mais revenons à la forteresse. À chaque période estivale, des animations médiévales attirent le plus grand nombre. Chacun appréhende les vieilles pierres, refaisant l'histoire du lieu et repartant la tête plein de rêves. Bon, attention aux spectateurs de... Soit être américaine, chassée, soit de prendre le seul rapace. Me fracasse la tête. Du haut des tours sud-est et nord-est, côté basse-cour, un clocher nous ramène à l'église paroissiale, autrefois chapelle du prieuré. Rappelons-nous, Arnoux, baron d'Yèvre, va en 988 construire une première fortification. Mais ce dernier va piller et rançonner, tel un brigand, ceux qu'il avait sous sa protection. Des voix s'élèvent et une lettre finit par arriver au roi en 993, soit 5 ans après la construction du château. On découvre dans cette lettre un indice de la personnalité d'Arnoux. Il y est dit « Contre mauvaises coutumes et les rapines incessantes d'Arnoux d'Yèvre ». Dès le XIe siècle, Colin, abbé de l'abbaye de Fleury-sur-Loire, va obtenir gain de cause. La demeure d'Arnoux sera partiellement détruite sous les ordres du roi. L'an 1000 se dessinant, Lucinde, femme d'Arnoux, va faire construire une abbaye sous l'invocation de Saint-Gaud. On suppose qu'il s'agissait là de faire pardonner à son mari ses méfaits. Aujourd'hui, ici, on y prie, on y organise des concerts et on expose. Mais qui est Saint-Gaud ? Il s'agit d'un saint fondateur breton d'armorique des 6e et 7e siècles, dont les reliques ainsi que celles de saint Salomon, dit Salom, dernier roi breton, lui du 9e siècle, ont été apportées à Saint-Georges de Pithiviers par les moines fuyant les invasions normandes. Pour finir, à Yèvre-le-Châtel, l'art est partout, dans et autour de ses églises, dans sa forteresse, en galerie et dans la rue.